Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle soirée débat SMP qui porte comme titre Data Science, des projets d'un nouveau type. Vous avez la parole. Magnifique, merci beaucoup. Alors, merci pour cette introduction. Je vais vous partager du coup mon écran. Parfait. Voilà, donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, je suis vraiment très content d'être ici pour vous parler de data science et puis de projets de data science. Donc, avant toute chose, j'aurais aimé remercier Madame Rebecca Giovannini pour son invitation à cette soirée et à cette présentation de ce soir, et puis aussi à Monsieur Elie Defriend pour tous les échanges qu'on a eus pour organiser cette soirée pour vous. Donc, je vous reparlerai un petit peu plus tard de mon entreprise parce que l'introduction est légèrement coupée, mais j'avais prévu de vous faire un petit overview quand même de tout ça. Donc, ce sera justement le premier point de la soirée, de vous présenter rapidement quelles sont mes activités, comme ça vous voyez aussi un petit peu le contexte dans lequel j'évolue et quel est mon focus dans la data science. Ensuite, on parlera de data science de manière plus précise pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce terme data science, mais quels sont aussi les différents buzzwords qui gravitent là derrière. Ensuite, on va parler de la data science plutôt comme un projet. Donc, on va voir ses spécificités, comment ça se déroule, ce genre de projet, et puis aussi quels sont les risques et puis clés du succès pour mener à bien ce type de projet. Et puis, en troisième point, on verra le côté élaboration et partage. Donc, ça, c'est des éléments qui nous tiennent spécialement à cœur chez Swiss SDI, puisqu'on a développé un Business Data Science Canva, donc qui est un outil qui permet justement de réfléchir le plus loin possible à l'élaboration d'un projet de data science. Donc, je vous présenterai justement cet outil et puis comment on peut s'en servir. Et puis finalement, j'aime bien résumer chacune des conférences en 3 points essentiels. Donc, le take-home message, le plus résumé possible pour avoir justement un dernier release. Et ça reste une notion très importante qui va nous suivre aussi durant toute la soirée. C'est que la data science, finalement, est là pour soulager les entreprises de problématiques. Et donc, on aura besoin d'avoir des bons problèmes pour pouvoir proposer des bonnes solutions. Et donc, j'ai mis aussi un quatrième point sur cette slide, c'est les mots de Jim Gray, qui en fait définit la science des données comme un quatrième paradigme de la science. Ça, c'est juste pour voir un autre point de vue, puis vous montrer aussi tout ce qu'il y a autour de ce terme data science. Donc, on pourrait prendre on peut dire qu'il y avait jusqu'alors 3 paradigmes de la science, les sciences empiriques, les sciences théoriques, les sciences computationnelles, et puis que maintenant, on rajoute un nouveau paradigme, et ce serait les sciences qui sont basées sur les données, les sciences data-driven. Donc voilà, je dirais en quelques exemples un peu comment est-ce qu'on peut définir cette data science. Si maintenant on devient un peu plus pragmatique, puis on se demande mais quels sont les éléments clés qui vont constituer la data science? Alors on a besoin avant tout de quelque chose qui va d'une activité, qui peut être une activité par exemple qui peut être faite sur une machine. Ça peut être une activité que vous pouvez avoir avec des utilisateurs sur un mobile, des gens qui vont visiter une page web, une activité interne d'une entreprise. Mais ce qu'il faut, c'est que cette activité que j'ai représentée ici par une machine, elle soit munie de certains éléments pour pouvoir mesurer son activité, donc des capteurs dans le cadre d'une machine, pour qu'on puisse ensuite transférer ces informations à une base de données. Cette base de données, elle pourra avoir différentes problématiques. On peut parler de problématiques de stockage, de flux, de taille, aussi des problématiques de sécurité qui peuvent intervenir. Quelle est l'étape suivante? Une fois qu'on a une base de données qui est constituée, on peut commencer la partie analyse de données. Et donc, on peut à ce stade justement commencer à vouloir faire parler les données. Et si on les fait parler, c'est pour avoir la possibilité ensuite de pouvoir transmettre ces informations. Et donc aussi, ça c'est un élément qui est extrêmement important, c'est d'être en mesure à la fin de communiquer les résultats qu'on a obtenus et pouvoir les transformer en actionnables en entreprise. Donc maintenant qu'on a bien parlé justement de cette data science, l'idée c'est de voir quels sont les exemples finalement qu'on pourrait avoir, comment ça s'applique. Et puis moi j'aime bien séparer ça en 2 types d'exemples. D'un côté c'est les exemples des médias et puis de l'autre côté c'est les exemples des entreprises. Puis finalement vous allez voir qu'on a une assez grande différence entre ce qu'on vous dit au quotidien, ce que vous pouvez lire sur Internet ou voir au téléjournal sur les exemples de data science et d'intelligence artificielle. Et en fait le quotidien des entreprises ou de la majorité des entreprises en Suisse. Donc le premier exemple qu'on pourrait avoir, c'est ce qui est lié aux recommandations personnalisées. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, par exemple de Netflix. Donc Netflix est un des pionniers dans la proposition justement de recommandations personnalisées.
Vous avez peut-être fait l'expérience de voir quand vous vous proposez la prochaine série qui va vous plaire en fonction de ce que vous avez déjà utilisé et ce que vous avez déjà visionné. Et c'est pareil pour YouTube, par exemple, qui propose le même genre de choses, ou même Spotify aussi, qui va vous proposer des musiques qui devraient vous plaire en fonction de votre historique d'écoute. Donc, on a finalement ce grand cas d'usage assez connu. Un deuxième, je dirais, domaine qui est bien connu du grand public, c'est les traducteurs automatiques. Donc là, on a par exemple Google Translate, on a DeepL aussi qui existe dans ce domaine-là, et donc qui sont basés sur l'analyse de texte, le text mining comme on l'appelle, pour pouvoir proposer justement des algorithmes vraiment assez bluffants si vous avez fait l'expérience de DeepL au niveau des derniers progrès qui ont été faits. Et puis, finalement, les véhicules autonomes qui sont un sujet qui fait beaucoup parler puisqu'on a aussi toutes les questions juridiques qui arrivent et puis de responsabilité. Donc là, on a encore quelques exemples justement de problèmes, de médias qui parlent de ce genre de choses. Donc, ces exemples-là, finalement, on se rend compte que c'est des exemples qui sont vraiment poussés. Il y a énormément d'années de recherche et développement. Parmi les champions aussi de développement d'outils de machine learning et d'intelligence artificielle, on a par exemple Amazon. Il faut penser qu'Amazon avait annoncé en 2018 un montant de plus de 22 milliards réservé à la recherche et développement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des situations qui sont assez spécifiques et puis qui sont assez loin de la majorité des entreprises en Suisse. C'est pour ça qu'on aime bien aussi nous présenter quelques exemples, c'est une liste de loin pas exhaustive, mais quelques exemples du terrain, donc des choses que nous, on peut rencontrer, des demandes finalement d'entreprises plus locales, on va dire, et puis de taille plus humaine qui pourraient avoir besoin de data science. C'est en quelque sorte mettre en production. Et puis ensuite, on a une phase de construction du suivi du modèle. Donc, ces modèles de machine learning, c'est des modèles qui vont vivre et qui vont vivre longtemps normalement, en tout cas on l'espère. Et puis, ces modèles-là, du coup, vont évoluer. Donc, c'est très important de les laisser évoluer et pas de les laisser évoluer à l'aveugle, de pouvoir notamment suivre ces modèles et puis d'avoir des alertes, par exemple, si le modèle commence à dévier puis qu'on a besoin d'aller l'observer. Et justement, si on a des problèmes par rapport au modèle, eh bien, on a cette phase d'amélioration du modèle qui doit intervenir. Ce qui est intéressant aussi en présentant cette slide et en discutant avec Monsieur de Friends, c'est qu'une première remarque qu'on m'a faite sur cette slide, c'est de se dire mais il n'y a pas de fin. Et dans un projet, on a toujours une fin. Et j'ai pas mal réfléchi à cette interrogation. Et finalement, peut-être la comparaison la plus proche que j'ai trouvée pour moi, c'est le travail du jardinier, où on peut se demander, le jardinier qui plante une graine pour avoir une fleur, à quel moment est-ce que son travail s'arrête, à quel moment est-ce que son projet s'arrête? Et on pourrait se dire, ça s'arrête dès le moment où ça a germé. Donc, on pourrait essayer de se dire, je m'arrête dès le moment où tout ça est mis en place. Mais on peut aussi dire, j'ai besoin d'arroser ma plante. Et finalement, c'est toute cette phase de suivi du modèle. Et l'arrosage, c'est l'alimentation des nouvelles données, puis la mise en place d'un système qui va vivre. Et c'est peut-être ça aussi une nouveauté de ces projets de data science, c'est que c'est des projets qu'on va installer et puis qui, tranquillement, dans le temps, vont évoluer, puis vont devenir toujours de plus en plus intelligents au fur et à mesure que les nouvelles données entrent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais besoin de leur faire un coup de service ou d'aller mettre un coup de tournevis à l'intérieur. Et c'est justement cette partie amélioration. Mais c'est important de pouvoir justement laisser vivre aussi ces modèles. Et il y avait la question de quel est le rôle des connaissances métiers qui sont nécessaires pour avoir des données, en fait. Quelque part, d'où viennent les données? On suppose qu'elles sont là, qu'elles sont justes, qu'elles sont pertinentes. Mais est-ce qu'on se pose la question d'où elles viennent? Alors, je dirais effectivement, ça c'est un premier élément pour nous par rapport à l'expert métier, c'est de pouvoir, dans un premier temps, délimiter quelles données seront utiles. Un exemple, j'ai parlé beaucoup de moteur, donc je vais continuer un peu sur cet exemple-là. Mais si on prend un calculateur d'un moteur, on a à peu près entre 250 et 1000 variables qui peuvent arriver dans un moteur. Et si maintenant on veut résoudre des problèmes, par exemple, liés aux émissions, aux gaz polluants, il y a sans doute toutes les variables ne sont pas nécessaires. Et le data scientist, on a deux options. Soit on laisse s'embêter avec 1000 variables et puis traiter peut-être 900 variables qui ne servent à rien, ou on peut lui délimiter le paramètre, le périmètre et puis lui expliquer un peu ce que ça veut dire. Donc il y a cette première phase de sélectionner quelles variables seront utiles. Donc là, c'est un exemple, on va dire, assez basique puisque j'ai tout qui serait dans la même base, mais on pourrait aussi dire aller chercher les informations à différents endroits.
basé sur son expérience. Après, il y a le côté aussi mettre à l'épreuve les données. Est-ce qu'elles sont cohérentes? Un data scientist, vous lui dites dans le moteur, il y a une pression de 3 bars. Ça ne lui parle pas globalement, puisque il ne va pas connaître les pressions normales qu'ils vont avoir dans un moteur. Et puis, il ne sait pas si c'est une donnée qui est cohérente ou pas. Et puis, du coup, on a ce besoin finalement de plausibiliser les données, puis de faire des échanges réguliers pour savoir à quel point on est correct. Et nous aussi, quelque chose qu'on emploie, alors c'est pas quelque chose qui est employé dans tout le modèle machine learning, mais c'est quelque chose qui nous parle bien chez Swiss SDI, c'est le côté comprendre comment l'expert métier traite ce problème actuellement et puis essayer de modéliser cette façon de le faire. Et nous, ça a été très présent, par exemple, dans le cas d'un projet de trading énergétique qu'on a fait. Et le but de ce projet de trading énergétique, c'est de modéliser la consommation électrique des Fribourgeois pour le lendemain. Et en fait, on s'est inspiré de comment font les traders qui le font tous les jours pour pouvoir proposer un modèle qui, dans les grands axes, va fonctionner en fait sur une méthode assez similaire. Donc, je dirais il y a ces 3 axes. Il y a délimiter le projet, valider à la fin le projet, comprendre un peu la méthodologie globale et puis savoir un peu comment attaquer le problème. Merci effectivement, Monsieur Bass. Je remercie aussi aux participants. Nous étions 99 ce soir à participer sur un sujet pas très évident, mais très intéressant. Donc, je me permets, avant de nous quitter, donc, de vous présenter les prochains événements de la SMP. Donc, le premier aura lieu le 16 mars, où nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Lompré, qui va nous parler de comment renforcer la résilience organisationnelle et individuelle, en ces temps qui courent surtout. Donc, Madame Lompré va nous parler du profil des organisations résilientes, ainsi que les critères qui permettent à celles-ci de gérer la transition quand une crise apparaît. Elle nous expliquera comment ces organisations ont construit la résilience nécessaire pour vivre une crise et chercher des opportunités pour envisager dans un futur encore instable. Donc, elle présentera un modèle pour renforcer la résilience, quelques exemples pratiques et quelques critères clés pour intégrer cette capacité au sein de l'organisation et assurer une sécurité psychologique pour les employés et leurs familles. Au mois d'avril, nous aurons les rencontres virtuelles de la SMP, donc c'est une fois par année, qui aura lieu donc sur 3 jours, les 20, 21 et 22 avril, entre 18h30 et 21h. Le thème portera sur la gestion de projet et la durabilité. Est-ce que c'est un défi? Donc, il est sur 3 jours. Elle est composée de 2 présentations et une animation donc chaque soir. Elle est très interactive et je vous encourage vivement de voir le programme complet sur le site. Voilà. Donc, nous vous remercions encore et nous espérons vous revoir dans nos soirées et dans la rencontre virtuelle de la SMP. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. C'était super. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.